Bien, merci, très heureux d'être là. Je ne sais pas trop ce que je veux dire sur l'Ukraine parce que vous écoutez tous les jours, tous les soirs, tous les matins, des tas de nouvelles sur tous les plateaux télé, ça passe bien. Donc moi je vous invite à faire un tour autour de l'Ukraine, à changer d'abord le titre du sujet qu'on évoque aujourd'hui. C'est vraiment la guerre à l'Ukraine, c'est vraiment un pays qui en agresse un autre. Et c'est surtout la première guerre en Europe depuis 1945. L'an dernier, à l'été 2021, je souhaitais à vos camarades ou à vous, ou certains d'entre vous, de vivre une période de paix aussi longue que celle que j'ai vécue en Europe, en France en tout cas, puisque c'est la plus longue période de paix que l'on vit en France, depuis François Ier, peut-être encore au-delà. Et malheureusement, eh bien, on constate qu'aujourd'hui, même une nation fortement nucléaire peut utiliser ses armées conventionnelles, ses moyens conventionnels, pour en agresser un autre. Je voudrais simplement vous faire partager ma conviction que nous, Français, nous sommes très mal placés pour comprendre ce qui se passe en Ukraine et en règle générale ce qui se passe en Europe orientale. Ça tient tout simplement au fait que nous vivons dans l'Hexagone, qui est un milieu relativement homogène géographiquement, puisqu'il est fermé par deux mers, un océan, deux chaînes, deux massifs tertiaires et prolongés par le Jura, les Vosges et les Ardennes. Et pas les seuls en l'occurrence, puisque les Ardennes sont un mauvais exemple, mais les principales tragédies de notre histoire venaient de la plaine des Flandres. Et on se souvient que Louis XIV et Vauban ont essayé de construire un certain nombre de places fortes et puis de repousser un petit peu et d'avoir un peu de profondeur stratégique par rapport à la ville de Paris et du château de Versailles, dont on va reparler. On va faire un petit peu de géopolitique, mais géopolitique très simple. Pour moi, la géopolitique, c'est simplement la géographie qui explique l'histoire d'un pays. Alors Yves Lacoste, ce grand homme, a dit que la géographie, ça sert à faire la guerre. En ce moment, oui, ça sert à faire la guerre. Mais pour moi, je pense que cette affirmation de Napoléon est plus proche de la réalité des choses. Et c'est particulièrement vrai pour l'Ukraine. Alors je vous ai dit qu'on avait des difficultés à comprendre ce qui se passe là-bas, tout simplement parce que la France a un cadre naturel qui la protège relativement, qui l'a protégée. Elle a une histoire qui a 1500 ans ou plus. Et je voulais simplement vous faire constater qu'à l'est du méridien de Strasbourg, simplement, eh bien, les États sont évolutifs, changeants, les nations se développent, disparaissent, et les peuples qui les habitent se déplacent ou non au gré des victoires, des défaites, des politiques, des décisions, des rois, des empereurs, ou pire encore d'ailleurs, d'un Führer ou d'un maréchal. Vous voyez, en 1789, à l'est de Strasbourg, on voit encore ici, tout à droite, le royaume de Pologne, c'est-à-dire 6 ans avant sa disparition définitive, puisque la Pologne ne renaîtra en réalité qu'en 1917. Alors juste un peu de géopolitique comparée. Nos amis allemands qui vivent dans cette plaine qui va des Flandres jusqu'à Moscou, quelle fut la politique de Bismarck pour créer le Reich allemand, qui est né tout récemment en 1871 à Versailles d'ailleurs. Pour lui, tout était allemand. Tout germanophone était considéré comme un Allemand. D'où cette expansion relativement facile à l'Est
relativement facile parmi les gens qui parlaient allemand et avec des limites relativement simples lorsqu'on se heurtait à des Polonais ou à des Lituaniens ou des Lettons. À l'ouest, c'était plus compliqué puisque l'Alsace-Lorraine, on avait une vision autre des choses et pour nous, c'était le Rhin qui marquait la frontière. Mais tout simplement pour vous dire qu'entre l'exemple de la guerre de 1870 entre la France et l'Allemagne, ce fut une guerre entre deux États, tout simplement. Et lorsque la guerre s'est terminée, la paix est revenue, au détriment, en l'occurrence, entre 70 et 18 de la France, puisqu'on avait perdu 2 provinces ou deux territoires. Mais c'en est resté là. En Russie, la géopolitique de la Russie, c'est un peu différent, parce que là aussi, c'est une immense plaine qui va de la Baltique à la mer Noire et de l'Allemagne jusqu'à l'Oural. Et donc, l'obsession des Russes, des dirigeants russes, qu'ils soient tsars ou secrétaire général d'un parti communiste soviétique, c'était la profondeur géographique. Et donc, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un siècle, disparaissaient en Europe 4 empires, l'empire allemand, l'empire des tsars, l'empire austro-hongrois et, dans une moindre mesure, l'empire ottoman. À la suite de leur défaite, pendant la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles, vous voyez ici Lloyd George, Orlando, si je me souviens l'italien, puis un homme de face que vous connaissez bien, et le président Wilson qui a un petit peu dicté une partie de ce traité de Versailles, qui a réorganisé, reconstruit l'Europe sur un concept, le concept des nations. Des nations qui avaient un territoire et des frontières. Il y a deux oublis dans le traité de Versailles. Il y a beaucoup sans doute de défauts, d'erreurs, mais on n'est pas là pour en parler. Mais il y a deux communautés qui n'ont pas eu de territoire. C'est les Arméniens, même si c'était loin de l'Europe, et puis les Kurdes, qui étaient aussi un peu loin de l'Europe. Wilson, d'ailleurs, tout content de son traité de Versailles, verra le Congrès à Washington retoquer et ne pas ratifier le traité. Tout ça pour vous dire que l'Europe est un continent tout à fait neuf en termes de frontières. Je crois que le tiers des frontières du monde entier depuis un siècle, c'est en Europe. Et c'est la raison pour laquelle tous les pays européens tiennent beaucoup à la stabilité et à la préservation de l'intégrité territoriale de chaque État. Vous voyez que l'Ukraine n'a que la mer Noire au sud et encore, et le massif des Carpates pour délimiter un petit peu un semblant d'unité territoriale. L'Ukraine, c'est ça. C'est d'abord un déficit d'histoire, puisque l'Ukraine n'a existé qu'au Moyen-Âge et que 4 ans dans le XXe siècle. J'aurais dit il y a 10 ans que c'était un déficit également de nation. La nation ukrainienne, on pouvait en douter il y a 10 ans. Aujourd'hui, elle fait la démonstration qu'elle existe. C'est manifestement un désir d'Europe et un désir d'Occident en général. Et c'est surtout aujourd'hui, particulièrement, un enjeu russe. Voilà le baptême du prince Vladimir. Bon, là, j'ai traduit en ukrainien, comme vous le voyez, duc de Kiev. 1 an après, d'ailleurs, que Hugues Capet monte sur le trône de France. Donc le Clovis ukrainien ou russe, c'est le prince Volodymyr. Et la Russe ou la Rousse de Kiev, cette principauté de Kiev,
a été le plus grand État d'Europe et le plus puissant État d'Europe entre le 9e et le 13e siècle. Trop puissant, trop riche, trop étendu, trop vaste pour ne pas susciter de convoitise et disparaître en très peu de temps, entre 1220 et 1240, en très peu de temps. Il a été créé par les Varegs, une peuplade des bords de la Baltique, qui à l'époque faisait le commerce entre la Baltique et la mer Noire en utilisant les autoroutes du Moyen-Âge, c'est-à-dire les grands fleuves qui irriguent cet isthme. On voit souvent, nous Français, en tout cas moi, je ne sais pas vous, mais on voit souvent l'Europe comme étant le passage d'armées ou de voies commerciales de l'ouest vers le nord-est, c'est-à-dire de la France vers la Russie ou inversement. En fait, là, il y avait un vrai commerce nord-sud, de la Baltique à la mer Noire. Et donc, la capitale de cet État, c'était Kiev. En 1240, cet État se désagrège, les Mongols détruisent la ville de Kiev et les princes de Kiev se réfugient dans le nord, non pas à Moscou, mais à l'est de Moscou. Ils feront leur capitale du nord de cette province à Volodymyr, puis ensuite à Moscou. Voilà la seule parenthèse commune de l'histoire entre la Russie aujourd'hui et l'Ukraine aujourd'hui. Alors dans cette principauté, petit à petit, va se créer, je vous ai mis Malorussia, la petite Russie qui fut intégrée à l'Empire des Tsars au XVIIe, XVIIIe siècle, avec Pierre le Grand, puis surtout Catherine II. Et puis la Nouvelle-Russie jusqu'à Odessa, jusqu'à la Crimée, en 1760-1780. Voilà Voltaire. Voltaire a écrit beaucoup de choses, mais en particulier, il a écrit à peu près 500 lettres à Catherine II. Et il est allé régulièrement à Saint-Pétersbourg. Je vous laisse lire. C'était un géopolitologue avant l'heure. Et voilà la suite de la même phrase. Voilà, c'est encore d'actualité, hélas. Oui, je vous disais que la République ukrainienne a été indépendante, évidemment à la chute de l'Empire des Tsars, et puis jusqu'à ce que l'Union soviétique l'annexe en 1922, à l'exception de l'ouest de l'Ukraine, qui dépendait toujours, dans ce cas-là, de la Pologne, mais qui a été longtemps aussi austro-hongroise. Un épisode dramatique qui a marqué les mémoires, qui marque les mémoires aujourd'hui encore des Ukrainiens, c'est l'extermination par la faim. C'est 3, 4, 5 millions de morts en Ukraine, organisée par Staline en 2 ans, en prélevant tous les stocks de blé, y compris le blé qui sert à repousser, à replanter, ensemencer l'année suivante. Et en 2 ans, l'Ukraine a perdu un certain nombre de sa population. Vous allez le voir, le Kazakhstan a perdu le tiers de sa population. 10 millions de morts au Kazakhstan. Et là, sur cette carte, vous le voyez peut-être pas bien, les pertes les plus importantes furent dans l'est de l'Ukraine. Là, précisément, où les terres étaient les plus riches, où les paysans étaient les plus riches, où il fallait absolument
lutter contre la bourgeoisie paysanne insupportable dans cette Union soviétique naissante. Et donc ces gens-là, cette population-là, ces régions-là ont été repeuplées par des gens venus du Nord et donc par des Russes. Voilà, un court passage sur la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on n'arrête pas d'y faire référence. La Wehrmacht a été accueillie initialement à l'ouest, notamment à Lvov, ou Lviv aujourd'hui, comme des libérateurs face aux jougs soviétiques que les Ukrainiens avaient vécus. Ça n'a pas vraiment duré longtemps, et les pertes ukrainiennes au sein de l'armée rouge sont supérieures à toutes les pertes américaines, britanniques et françaises réunies. Dans l'ouest de l'Ukraine, la guerre a pris fin en 54-55. Il y avait encore des maquis de résistance. Je passe cette photo parce que je crois que c'est important pour tout le monde dans cette région du monde. Sébastopol en 1942, c'est von Choltitz, un homme qui a été promu ensuite pour être affecté à Paris. Sébastopol aujourd'hui, c'est une ville martyre de l'Union soviétique et donc de la Russie, au même titre que Stalingrad, bien entendu. Donc ça marque un petit peu. Il n'empêche qu'en 1991, à l'indépendance de l'Ukraine, voilà les résultats qui sont, la moyenne, je crois, est de 93-94%. Dans un référendum qui était planifié, organisé, contrôlé, surveillé. Vous voyez que dans l'Est, on voit bien le dégradé de couleur, ça tombe à 83% dans des régions qui ont été repeuplées de populations russophones. Ceci dit, la langue en Ukraine n'est pas le premier critère, puisque tous les Ukrainiens parlent russe. Voilà. En 1994, les États-Unis et la Grande-Bretagne se sont portés, et la Russie de Boris Yeltsin, se sont portés garants de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et en conséquence, le transfert, le rapatriement, même si le mot n'est pas très, très bon, en Russie, de 1000 têtes nucléaires de toute façon qui étaient sous contrôle russe. Donc qui étaient stationnés, notamment dans des silos enterrés, qui étaient stationnés sur le territoire ukrainien. Ceci étant, la position russe depuis est que ce traité est nul et non avenu, puisque la révolution de 2014 a installé à Kiev des néo-nazis, des antisémites, des russophobes, et j'en passe, et donc le coup d'État a changé le régime de Kiev. Un petit épisode rapide, c'est la visite de Jean-Paul II à Kiev en juin 2001, qui a déplacé quelques millions d'habitants, qui lui, polonais. Les Polonais et les Ukrainiens ne s'entendent pas nécessairement très bien, mais c'est une autre affaire. Lui, Polonais, a bien expliqué aux Ukrainiens qu'il fallait préserver leur identité nationale et que c'était peut-être leur garantie de survie. La mère de Jean-Paul II est née à Lviv. Et puis, en décembre 2013, une belle photo qui montre ce désir d'Europe, c'est-à-dire cette ouverture vers l'Ouest et cette volonté de rompre avec un passé relativement sombre. Ceci étant, je crois qu'on peut dire qu'il y a un tiers des Ukrainiens qui a des parents en Russie et un tiers de Russes d'Europe qui a des parents en Ukraine. Donc c'est très mêlé. Regardez cette manifestation à Moscou après l'annexion de l'Ukraine. C'est une grosse manif, et je crois qu'il y a 50 000 Russes, et les drapeaux ukrainiens sont aussi nombreux que les drapeaux russes. Ceci étant, le référendum du rattachement de la Crimée à la Russie a été voté, a obtenu un résultat inférieur à 100%, donc il est valable, et on passe.
Alors depuis 2014, il s'est quand même passé une chose en Ukraine, c'est qu'on n'a pas senti, qu'on n'a pas vu, c'est l'affirmation d'une véritable nation. Alors qu'on pouvait penser qu'il y avait une dichotomie entre les deux rives du Dniepr, entre l'Est et l'Ouest de l'Ukraine, il y a une véritable nation et qui est peut-être fondée précisément sur cette peur de revenir en arrière et cette quête, cette obsession de recherche de sécurité. Côté russe, la version, en tout cas la version de Vladimir Poutine est un peu différente. L'Ukraine n'est pas un État. L'Ukraine a été créée artificiellement par Lénine. Pour autant, le peuple ukrainien, puisqu'il reconnaît qu'il existe, est un peuple frère. On pourrait dire que c'est un peuple cousin, mais en tout cas, il y a beaucoup de liens. Et ce qu'il souhaite, c'est rétablir le cours naturel des choses en Ukraine et au-delà, dans la même phrase. Alors ça, excusez-moi de l'expression, mais c'est ce qu'on vend à l'opinion publique russe. La réalité est un peu moins agréable à avouer, c'est qu'en réalité, à Moscou, on craint beaucoup la contagion du virus démocratique qui a frappé l'Ukraine depuis déjà 2004, et on sent que l'Ukraine s'éloigne de sa mère patrie, entre guillemets. Donc le 24 février, une offensive russe en Ukraine, je vous dis, c'est un État qui en attaque un autre. C'est une guerre interétatique, la première en Europe. C'est une guerre non déclarée, une opération spéciale qui doit durer quelques jours. Mais pour le Kremlin, en réalité, c'est une guerre intra-étatique, c'est une guerre civile. Il s'agit de récupérer le territoire qui est russe, qui nous appartient. Dans une guerre, il y a deux États qui se font la guerre en 1971 pour l'Alsace-Lorraine. Dans une guerre civile, il y a deux communautés qui s'affrontent par État interposé ici pour un même territoire. Donc, dans une guerre civile, il n'y a pas de vainqueur et de vaincu. Il y a un vainqueur qui reste, le vaincu disparaît. Et la seule paix dans une guerre civile, c'est la paix des cimetières ou la paix par l'exil. Il n'y en a pas d'autre. Comme disait un général serbe dans son anglais impeccable à une pause à Sarajevo lors d'une séance de négociation avec les Bosniaques, You want peace, make it a desert. C'est tout à fait ça. Et c'est la raison pour laquelle je viens à cette image effroyable de Boutcha, des massacres de Boutcha, où on a longtemps cru que c'était l'exaspération de gens enivrés et violents. Non, je crois que c'est tout à fait pesé, déterminé, ordonné, décidé. Il faut faire peur, il faut faire fuir les gens, et ceux qui ne fuient pas sont éliminés. C'est la raison pour laquelle on tire à tir direct dans les barres d'immeubles à Mariupol, où on tire avec des missiles de croisière sur les tours de Kiev. Il faut se débarrasser de ces gens qui sont contaminés par le virus démocratique. Alors les forces russes, on y reviendra peut-être dans la discussion. J'ai mis un petit peu de tout ici. Là, il est clair que la vision politique et stratégique est totalement erronée, totalement infondée. Mais c'est vrai que Vladimir Poutine avait des raisons de se tromper. D'abord parce qu'on lui disait pas la vérité. Lorsqu'on est dictateur au bout de 20 ans, il est clair que l'environnement immédiat a intérêt à dire ce que le chef a envie d'entendre plutôt que de disparaître dans une trappe. La deuxième chose, c'est que son tour d'horizon géostratégique mondial est marqué par
l'arrivée au pouvoir de Joe Biden aux États-Unis, le vice-président de Barack Obama, qui était considéré comme le président faible. Joe Biden, le 15 août 2021, c'est la débâcle et le retrait de Kaboul où il abandonne, on peut dire où il abandonne la population afghane à son triste sort, en particulier les femmes afghanes. On est resté 20 ans en Afghanistan. En 20 ans, la population afghane a doublé. Aujourd'hui, c'est le régime des talibans. C'est ce que vous pouvez imaginer pour les femmes et pour cette petite fille qui était en photo d'un journal l'été dernier, propre sur elle, mignonne, gentille, bien coiffée, pour sa première entrée scolaire. C'était peut-être la dernière de sa vie. Donc on a clairement là envoyé à Moscou un signe d'extrême faiblesse du camp occidental, d'autant plus que ce départ en panique, on va dire, de Kaboul a été fait sans coordination véritable avec les alliés qui étaient encore là, et ce qui n'est pas un bon signe. Ensuite, il y a eu le sentiment qu'il fallait faire vite, que le temps jouait contre lui. Il y a eu le soutien de la Chine, et puis il pensait que son outil militaire lui permettrait de régler ça en quelques jours. C'était sous-estimer largement l'adversaire ukrainien. L'adversaire ukrainien qui est tout à fait déterminé parce qu'il défend son pays. Mais c'est pas parce qu'on défend son pays qu'on gagne. On est pendant une dizaine d'années, depuis 2014, mais peut-être un peu avant, depuis 2004, les Ukrainiens ont bénéficié d'une formation, en particulier en Grande-Bretagne, en particulier en Pologne, pour essayer, le cas échéant, de défendre leur pays. Ensuite, je note une usure anormalement rapide de l'armée russe. On en reparlera si vous voulez. Et puis, enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une guerre de libération pour la télévision russe, et ceux qui la regardent, et ceux qui l'écoutent, et ceux qui la croient. Mais c'est une population à libérer sur laquelle on tire sans hésiter. Donc, à M+7, moi, j'aurais un constat assez sévère sur l'armée russe aujourd'hui, qui est à la limite de la dislocation. À la limite de la dislocation parce que, d'abord, les Ukrainiens ont réussi à percer sur une ligne de front où les gens étaient relativement stables. L'armée russe ne pouvait plus progresser, donc on s'arrête, on s'enterre, on se protège et on bouge plus. À partir du moment où on perce une ligne comme ça et qu'on déboule dans l'arrière, c'est le sauve-qui-peut général parce qu'on ne sait pas où on est. On ne sait pas où on va, on ne sait pas si on va être enveloppé, isolé. Donc, une armée qui a peine à se rétablir sur les lignes, et je crois qu'il y a encore une percée hier dans le Nord. Une planification hasardeuse, évidemment, qui pensait assister qui partait la fleur au fusil, pour reprendre une expression d'une autre époque, et des pertes considérables, aussi bien humaines que matérielles. Je ne sais pas si j'ai les chiffres. En réalité, l'armée russe, je crois, a souffert, et tout le monde, et en particulier tout le monde autour, d'une double intoxication, d'une intoxication réciproque. D'abord, Poutine a réformé l'outil militaire qui était pléthorique et relativement peu efficace, l'a réformé depuis 2005 en une armée resserrée, moderne, bien équipée. Et on a vu le résultat à Grozny. La Tchétchénie, c'est 100 000 morts en 2 ans, hein, attention. Donc c'est des choses qu'on ne dit pas trop souvent. Donc la même tactique de l'armée russe depuis la prise de Berlin, on détruit et après on arrive. Grozny, 2 ans après le début de la seconde guerre de Grozny, la ville était rasée. Et Alep, vous avez vu des photos, des images à la télévision. Donc il pensait qu'il avait une armée invincible. Et à l'ouest, eh bien, on pensait aussi que l'armée était invincible et on le disait.
Et comme on le disait à l'Ouest, on avait forcément raison, et les Russes avaient raison de se fier à la puissance de leur armée. Je crois que là, il y a eu un effet considérable, une révélation de la faiblesse, le manque de motivation, le manque d'organisation, la corruption, le manque d'encadrement. Il n'y a pas de sous-officiers dans l'armée russe, je vais dire soviétique. Je ne sais pas si c'est une tradition ou une leçon ou une conséquence des soviets et des mutineries de 1905 à Odessa, mais il y a très peu de cadres de contact. Et donc les Russes, le soldat est livré soit lui-même, soit plutôt à l'autorité de son grand frère, et dans l'armée russe, le taux de suicide est extrêmement élevé. Et puis ensuite, il y a des officiers qui n'ont pas la proximité que nous pouvons connaître dans notre armée à nous. Pardon ? Ok. Bon, alors on va aller vite. Je vous laisse voir le chiffre des pertes qui est peut-être un peu supérieur aujourd'hui, car j'ai été assez prudent dans les chiffres. Mais 80 000 soldats russes hors de combat, dans nos ratios à nous, le corps expéditionnaire russe en Ukraine n'existerait plus. Et donc là, je pense que le général Hiver va siffler la fin du match, au moins de cette première mi-temps. Bon, la situation faite tous les jours. Vous savez qu'il y a aujourd'hui, ces jours-ci, des référendums dans les territoires occupés ou semi-occupés, de manière, dans la rhétorique poutinienne, de dire ils ont décidé d'être russes, c'est un territoire russe, donc il est sanctuarisé et les règles de la dissuasion nucléaire s'appliquent. Bon, voyons très vite le monde vu du Kremlin. Je vous ai déjà évoqué, c'est une vision du 19e siècle. C'est la vision de l'Empire des Tsars, en clair. Où l'on regrette, sans oser le dire, l'effondrement de l'Union soviétique. Voilà, l'impératif de l'histoire, c'est que Moscou a été envahi, pillé, incendié une fois par siècle. Une fois par siècle, en moyenne. Même avant qu'elle soit capitale de Russie, de l'Empire russe. Et en 1941, la Wehrmacht s'est arrêtée à 50 km de Moscou. Donc ça reste aussi dans les consciences des dirigeants russes. Et puis les constantes de long terme, c'est l'Ouest, c'est l'éternel problème avec l'Ouest. Ne dites pas Occident, parce que c'est un terme nauséabond à Moscou. On est entre attirance et répulsion, entre Pierre Ier, bien entendu, et Catherine II, et puis de l'Ouest est venu Napoléon, et puis surtout Hitler. Donc, on est soit occidentaliste, soit slavophile. Saint-Pétersbourg. Voilà une grande dame qui vit aujourd'hui en Biélorussie, qui a prix Nobel de littérature, qui a écrit 2 livres qui ont marqué l'histoire récente de la Russie, enfin, ou plutôt de l'Union soviétique. Cercueil de zinc, c'est les cercueils qui rentraient de la guerre en Afghanistan. L'Afghanistan, pour comparer, c'est 9 000 à 10 000 tués en 10 ans. Et voilà ce qu'elle pense depuis sa Biélorussie. Effectivement, dans les années 90, et en particulier avec Mikhaïl Gorbatchev, on avait l'espoir que la Russie se rapproche de l'Europe. Bon, l'analyse du court terme, ça c'est les autorités russes. Il faut impérativement regagner de la profondeur stratégique. Prévenir toute contagion du virus et exploiter à cet effet, pour cela, les faiblesses de l'Occident. Il est clair qu'en 89, c'était confortable et qu'un MiG-25 de l'époque
était à 20 minutes de la cathédrale de Strasbourg, comme on répétait souvent. Aujourd'hui, ce sont les F-16, les F-15, les F-18 qui sont à 8 minutes de Saint-Pétersbourg. C'est effectivement insupportable vu de Moscou. Et pourtant, c'est dommage parce que ça avait bien commencé en 1945. On a demandé à la Biélorussie de se pousser un peu, à la Pologne de se pousser beaucoup, qui s'est poussée elle-même sur la Prusse orientale. Et puis, on a annexé les 3 États baltes qui avaient, en 1945, une trentaine d'années d'indépendance. Et c'est devenu les 3 républiques socialistes soviétiques de la Baltique. Donc là, vous voyez que les frontières sont fluctuantes. Et puis dans l'autre sens, à partir du milieu des années 90, mais ça s'est formalisé en 99, l'élargissement de l'Alliance atlantique d'abord, qui s'est terminé en 2020 avec la Macédoine. J'espère qu'il n'y a pas de Grecs dans la salle. La Macédoine du Nord, oui. Et puis, suivi de l'élargissement de l'Union européenne vers l'Est, c'est l'époque où on se réjouissait de cette avancée lorsque l'Europe avance, l'après progresse. Et il est vrai que cette avancée vers l'Est a produit un considérable développement économique des pays de l'Europe centrale et orientale. On avait simplement oublié une chose, c'est que l'Union européenne n'était que la fille de la paix, n'était que la conséquence de la paix dans laquelle on vivait depuis 1945 en Europe de l'Ouest. Alors le virus démocratique, c'est pas une blague, hein, c'est plusieurs révolutions, en Géorgie en 2003, en Ukraine 2004-2013 plutôt, au Kirghizistan en 2005, et encore, on le voit pas bien, mais c'est pas grave, des émeutes régulières en Biélorussie en 2020-2021. La Biélorussie, on a le président Loukachenko en Biélorussie, n'est au pouvoir que depuis 1994. Donc il devrait connaître son métier en tant que dictateur. Il ne le connaît pas bien puisque tous les ans, l'armée russe organise des opérations de maintien de la paix en Biélorussie pour calmer le jeu dans ce pays que le dictateur ne tient plus. Et puis au Kazakhstan, et c'est dommage qu'on ne le voit pas, mais au Kazakhstan, qui est le plus grand pays à mi-chemin entre l'Europe et l'Asie encore, où des émeutes ont eu lieu en janvier 2022, et le président Tokayev, qui était au pouvoir depuis 2 ans seulement, a crié au secours, et là encore une mission de maintien de la paix. Des sauveteurs sont venus, en l'occurrence 2000 parachutistes russes, 1000 morts, 10 000 arrestations, mais là, il y avait un début au Kazakhstan d'une petite guerre civile. Donc, ça clarifie le jeu. On reparlera du Kazakhstan. Et puis, la faiblesse de l'Occident, on vient d'en parler. Ça date de 2016, donc on ne peut pas dire qu'on n'avait pas vu venir quand même ce changement d'attitude des dirigeants russes. Car nous avons vécu dans le camp occidental, pour autant qu'il existe un camp occidental, une grosse interrogation existentielle avec la fin du lien transatlantique. Pour rester correct, je pense que le président Trump a été un président simplement imprévisible, pour ne pas dire plus. Et voilà ce qu'il a dit la veille d'un sommet européen auquel il était invité. L'Union européenne, c'est l'un de nos principaux ennemis. Ça a le mérite d'être clair. Quelqu'un qui s'exprime beaucoup en ce moment et qui dit aussi ce qu'elle pense
a répondu à Munich, non pas devant lui parce qu'il n'y était pas, mais il avait quand même envoyé son vice-président, dont le nom m'échappe, et à la face du vice-président américain, elle a dit que son chef, en réalité, était un homme qui n'avait pas de plan, de politique, de directive, bref, qu'il avait un esprit un petit peu, qu'il n'était pas fait pour ce métier-là. Si bien que lorsque Joe Biden est arrivé au G7, au pays de Cornouailles, à l'été 2021, on se demandait si véritablement l'Amérique était de retour ou non. Alors les leviers de l'action russe, les Russes ont créé un très curieux concept, un très dangereux concept qui s'appelle l'étranger proche. Vous parlez russe, donc vous êtes citoyen russe. Si vous habitez en dehors de Russie, donc vous êtes en danger, et nous sommes là pour venir vous protéger. C'était le même discours en 1938 au Sudète. Et puis ils ont créé une nouvelle doctrine d'emploi des forces, la guerre non linéaire, qu'on va voir très rapidement. Voilà l'obsession de la diaspora. C'est vraiment une obsession. Le Kazakhstan a 30% de russophones. Je ne dis pas que ce sont des Russes, ce sont des russophones. La Lettonie en a 30%. La maire de Riga, capitale de la Lettonie, est russophone. Pour autant que l'on puisse en juger, tous les russophones des 3 États baltes, j'ai enlevé la Lituanie parce qu'il y en avait très peu, sont très heureux de vivre dans les États baltes et pas de l'autre côté. Voilà, et je ne pense pas seulement à la Crimée, ça c'est Vladimir Poutine qui s'exprime, ce sont des archives de la télévision de la 2e chaîne allemande, la ZDF, qui avait fait un reportage en 1994. Poutine était alors maire adjoint ou adjoint au maire ou conseiller municipal de Saint-Pétersbourg. Et je ne pense pas seulement à la Crimée. Bon, la guerre non linéaire, on va aller très vite. Pardon ? Jean-Yves Le Drian, voilà ce qu'il en pense à l'époque. Voilà ce qu'il faut retenir peut-être aujourd'hui de la guerre non linéaire. Il s'agit de rendre possible de nouveau l'emploi des forces armées conventionnelles, même pour une grande puissance nucléaire. C'est-à-dire qu'il y a une cassure, une séparation très nette entre ce qui est nucléaire et qui reste du domaine de la dissuasion et la liberté d'action, d'emploi des forces conventionnelles. Si vous vous intéressez à la stratégie nucléaire, je vous ai dit tout à l'heure que les référendums, c'était simplement pour élargir et accorder aux oblasts de l'Est de l'Ukraine le statut de territoire russe, territoire de la Fédération. Et donc le chantage du recours au nucléaire. Lorsqu'on regarde la doctrine russe, qui est toute récente en réalité, on voit bien que dans les 4 cas d'emploi d'armes nucléaires, ça ne se produit pas. Donc, Donetsk, Loubiansk ce ne sont pas des intérêts vitaux pour la Russie. Et donc, ils ne rentrent pas dans ce cas-là. Je voudrais simplement faire une remarque rapide. On parle beaucoup d'armes nucléaires tactiques aujourd'hui. Les armes nucléaires tactiques, quelles que soient les autorités qui en parlent, ça n'existe plus. Il y a des armes nucléaires stratégiques et des armes nucléaires non stratégiques. Vous voyez le cercle rouge, là, ce sont des armes de théâtre. C'est le missile Iskander qui a été déployé, d'ailleurs, non pas dans l'est de l'Ukraine, mais à l'est, sur le territoire russe de l'Ukraine. Eh bien, aujourd'hui, il pourrait lancer une ogive nucléaire sur Copenhague, Stockholm, pas Helsinki, mais Copenhague, Stockholm, Berlin et Varsovie, par exemple. Ce sont des armes de théâtre. Là, manifestement, l'effet est stratégique. Et je crois que la guerre qui nous préoccupe, qui nous inquiète, qui nous obsède aujourd'hui, va marquer l'avenir ou la disparition de l'Union européenne, la pertinence ou la disparition de l'Alliance atlantique.
Je crois que le dirigeant russe se rend compte qu'il ne peut plus perdre et qu'il ne va pas gagner. Mais je crois qu'on peut dire la même chose en face. Je pense que nos institutions aujourd'hui ne sont pas suffisamment fortes pour que l'on se permette d'accepter l'occupation de l'Ukraine. Là, je voudrais vous parler des signaux faibles. Ça, c'est 3 jours après le début de l'offensive. C'est là où il dit que l'offensive de 3 jours, la tentative du raid sur Kiev, le remplacement du président néo-nazi Zelensky, c'est mort. Les 2 grandes unités envoyées, soit héliportées, soit transportées par avion sur la plateforme de Gospomel au nord de Kiev, ont été neutralisées, décimées, éliminés. Ce sont des gens qui sont venus en croyant descendre à Kiev en libérateurs et qui se sont fait neutraliser et qui ne sont pas arrivés à Kiev. Et donc là, c'est une très très grosse défaite qui va marquer donc la continuité de l'action et la durée de l'action. Donc très mauvais signal. Deuxième signal important, vous voyez, on parle de la pyramide de la population en général. Vous voyez que la pyramide de la population russe en 2018, c'est plutôt un sapin qu'une pyramide. Et la génération Poutine que j'ai mis en jaune, c'est-à-dire les Russes de 0 à 24 ans, il y a un très très net déficit de population. Aujourd'hui, un Russe de 20 ans a une chance sur 2 d'atteindre 60 ans. Et la Chine, elle est 10 fois plus peuplée, les surfaces sont proportionnelles à la population, avec un PIB 10 fois plus riche, 6 fois celui de l'Inde. Et la Chine finira bien un jour par se réveiller, en tout cas c'est ma théorie, face à l'immensité vide, désertique de la Sibérie et à ses richesses. Et à Pékin, depuis bientôt 10 ans, on répète toujours la même phrase, non-ingérence et respect de l'intégrité territoriale. Donc les 2 républiques autoproclamées n'ont pas été reconnues par la Chine et ne le seront pas. Donc entre les 2 dirigeants, une amitié solide comme le roc, mais leur proximité est critiquée au sein du parti. La Chine ne peut pas rester proche de Poutine. Alors ça, c'est une étude d'un chercheur d'un institut de recherche chinois qui on peut dire, qui dépend des services du Premier ministre et qui a été distribué à tous les membres du futur congrès du Parti communiste chinois qui a lieu dans 1 mois. Donc c'est un papier, c'est pas la vérité des prix, c'est toujours ambiguïté chinoise, mais en Chine, on a autorisé à sortir ce papier. Et très nettement, la Chine est écartelée, évidemment, avec ses propres intérêts. On a fait de la Chine l'usine du monde, et voilà un homme à Moscou qui est en train de pétarder les routes de la soie, qui est mon grand projet de toute une vie. Bon, on passe là-dessus. Je voudrais vous parler de l'analyse que je fais et que l'on fait du vote à l'Assemblée générale des Nations Unies début mars sur la condamnation de la Russie. On votait contre la condamnation de la Russie elle-même évidemment, la Biélorussie, la Syrie, où des forces russes sont déployées, la Corée du Nord et l'Érythrée.
beau bilan pour un membre permanent du Conseil de sécurité. Anvers ont voté pour, donc contrairement à ce qu'on pense, une grande partie de l'Afrique et une grande partie du monde arabe, dont la péninsule arabique, dont on souligne régulièrement la proximité entre les dirigeants saoudiens et Vladimir Poutine. Et en jaune, c'est l'abstention. Donc les pays qui votaient là devaient voter pour, contre ou s'abstenir. Et puis certains ont décidé de ne pas voter parce qu'ils n'avaient pas la puissance, la force de tomber dans un camp. Parce que contrairement aux élections habituelles où on s'abstient, ça veut dire qu'on n'est pas concerné, mais qu'on vient, mais qu'on ne choisit pas, l'abstention en jaune, c'est voter chinois. Voter chinois. Donc tous les gens qui sont en jaune sur la carte, là, y compris l'Inde a voté non aligné, mais la Chine a voté, n'a pas voté pour ou pas voté contre la condamnation de la Russie. Elle a considéré qu'elle n'était pas concernée. Et tout le monde a suivi la Chine en Asie centrale. Voilà ce que j'ai retenu du discours d'un président que vous connaissez bien, qui incite ceux qui se sont peut-être placés en début mars du mauvais côté de la force, par exemple, de revenir sur leur grand choix. En quelques mots sur les enceintes, les signaux faibles qui affectent le président Poutine. L'Union économique eurasiatique, c'est un grand projet russe. Les Russes auraient voulu voir évidemment l'Ukraine en deuxième ligne de cette union économique. Sachez qu'aujourd'hui, l'Arménie et le Kirghizistan sont en conflit armé avec l'Azerbaïdjan pour l'Arménie et avec le Tadjikistan pour le Kirghizistan. Le Bélarus, je vous l'ai dit, connaît des troubles réguliers. Le Kazakhstan, on va le voir. Vous voyez, tous ces pays-là n'ont pas voté avec la Russie contre la condamnation à l'Assemblée générale. Il n'y a que la Biélorussie qui a voté avec la Russie. Et aujourd'hui, le Tadjikistan, c'est-à-dire pendant qu'il y a une réunion des chefs d'État de la région à Samarcande, l'Azerbaïdjan, qui était présent à la réunion, en profite pour attaquer l'Arménie. Il y a quelques centaines de morts. Vous voyez le pédoncule bleu, je ne sais pas si vous le voyez. Si l'Azerbaïdjan arrive à réussir son attaque, elle aura une frontière commune avec la Turquie. Turquie et Azerbaïdjan s'entendent évidemment contre l'Arménie. Tadjikistan, Kirghizistan, ça se passe pas un jet de pierre, mais pas loin de Samarcande, où étaient précisément tous les chefs d'État. Je vous parlais du Kazakhstan, pardon. Voilà le forum de Saint-Pétersbourg, c'est un peu le Davos au petit pied de la Russie, puisqu'il y avait presque personne, évidemment, il y avait personne des nations occidentales. Et pendant ce colloque en juin, le président Tokayev, qui venait pourtant d'être secouru 6 mois plus tôt par les forces russes, a dit qu'il ne reconnaîtrait jamais la souveraineté des républiques autoproclamées de l'Est de l'Ukraine. Avec un petit clin d'œil en classant Taïwan et le Kosovo dans la même barque, ce qui signifie qu'il avait l'aval, là, de Pékin pour dire ça. Samarcande, où Vladimir Poutine s'est fait violemment contrer par Modi. Je sais que l'heure n'est pas à la guerre. Et dans la même phrase, il a utilisé le mot de démocratie, ce qui est là aussi une provocation. Autre petit signe,
le président ouzbek fait attendre le président russe devant les télévisions de toute la région. Le président ouzbek qui n'est pas venu accueillir le président Poutine à sa descente d'avion à Samarcande. Là aussi un signal. Voilà, on va arrêter là. Voilà, un grand monsieur vient de nous quitter. J'ai choisi cette photo parce qu'elle aussi, Raïssa Gorbatchev, c'était une conseillère très écoutée du président et de l'ancien secrétaire général du PCUS. Voilà, merci.